Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Teníamos este taller programado la semana pasada, pero por cuestiones técnicas tuvimos que reagendarlo. Entonces, pues vamos a empezar con este taller tan esperado, que estoy segura que les va a encantar y que les va a funcionar y les va a servir y ya va a poder aclarar todas sus dudas con respecto al idioma francés. Voy a presentarles nuevamente a nuestra ponente del día de hoy, Françoise Brisson. Ella actualmente es la coordinadora pedagógica de la Alianza Francesa de Cuernavaca. Tiene una licenciatura en enseñanza del francés como lengua extranjera de la Universidad de Borbón. Tiene una maestría en innovación educativa en la UPN, Universidad Pedagógica Nacional, así como un doctorado en investigación e intervención educativa en la misma universidad. Es examinadora y certificada del examen de certificación del A1.1 a B2 y DAL C1 y C2. Cuenta con 40 años de experiencia como maestra de francés en la UAP, en la UAGRO de Guerrero, la Alianza Francesa de Acapulco y Alianza Francesa de Cuernavaca desde el 2007. Actualmente es traductora oficial de la Alianza Francesa de Cuernavaca y durante muchos años también se dedicó a ser traductora en el Consulado de Canadá en Acapulco. Así que sin más, la dejamos para que nos pueda dar estos tips tan funcionales para la enseñanza del francés. Gracias, Claudia. Buenos días a todos. Una vez más, aquí estoy para esta plática que bueno, yo considero que es importante porque sé que tienen que tener esta estructura completamente dominada para llegar al nivel B1. Así que es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación y yo creo que empezamos de una vez. D'accord. J'ai choisi la structure de la phrase simple parce que je sais bien que même si on dit que c'est une phrase simple, c'est une phrase en réalité qui a sa propre complexité. On l'appelle une phrase simple parce qu'elle est constituée de 3 éléments. Un sujet, un verbe conjugué et un complément. Et ça a l'air assez facile, mais en réalité, ça ne l'est pas tellement. On va essayer de voir chacune des particularités de cette phrase simple, chacune des particularités de ces 3 éléments. Nous allons commencer par le premier, qui est le sujet. Un sujet, en général, peut être de 3 sortes. Ça peut être un pronom personnel sujet, ça peut être un nom propre ou ça peut être un groupe nominal. Les seuls pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ce sont les seuls. Il y a d'autres pronoms personnels, mais ils ne sont pas sujets. Par exemple, il y a les pronoms personnels toniques, qui sont moi, toi, lui, elle, etc., mais ils ne sont jamais employés comme sujet du verbe. Et donc, les seuls pronoms sont ceux qui sont ici indiqués. Et n'importe si une phrase peut commencer par un autre pronom, mais ce pronom ne serait pas le sujet du verbe. Alors, vous voyez, j'ai mis un exemple. Ils font leur devoir. Donc, il est le sujet du verbe faire. Merci. La siguiente, por favor. On peut aussi avoir un nom propre, comme je disais. Ça peut être Marie, Paul, n'importe lequel. On a un exemple. Pierre est arrivé hier soir. Et le verbe peut être à n'importe quel temps, mais le sujet peut être un nom propre. El siguiente, por favor. Le plus compliqué des 3, c'est le groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un ensemble de mots qui s'organisent autour d'un nom. C'est pour ça qu'on l'appelle nominal, parce que ça vient du mot nom. Alors, ce nom constitue le noyau de ce groupe nominal. Donc, le groupe nominal peut être simple, avec un déterminant et un nom. Par exemple, mon chien.
Ici, chien, c'est le nom autour duquel s'organise ce groupe nominal, avec un déterminant qui a un possessif, mon. Mais un groupe nominal peut être aussi plus compliqué, plus complexe. Par exemple, il peut avoir un déterminant, un nom et l'expansion du groupe nominal qui peut comprendre beaucoup de mots. Chien blanc de mon frère. Et chien est toujours le noyau du groupe nominal. Oui? Ici, le mot important, donc, c'est chien. Ce chien est beau, il est blanc et il appartient à mon frère. La siguiente, por favor. Alors, nous voyons que le groupe nominal contient toujours un déterminant. Et il y a les déterminants, les articles et les adjectifs. Les articles, nous en avons. Il y a les articles définis, qui sont le, la et l'apostrophe et les. Nous avons les articles indéfinis, un, une, des. Ces articles, on les appelle déterminants parce qu'ils indiquent le genre et le nombre du nom. Si on a un nom féminin, on sait qu'il est féminin parce qu'on utilisera la ou une, etc. Nous avons aussi les partitifs qu'on emploie quand on ne peut pas, quand on ne sait pas exactement le nombre. Donc, on dit du, de la, de pour exprimer une quantité indéfinie. Nous avons les articles contractés. Les articles qui sont contractés à partir de la préposition à. On ne dit jamais à le. À le, ça ne s'emploie pas en français. On dit au, qui s'écrit AU. Mais on dit à la. À la, oui, est correct. On ne dit pas allait, ce n'est pas correct. On dit au, AUX. Oui. Et avec la préposition de, on ne dit pas de le n'est pas français, on dit du. De la, oui, de la, c'est correct. Et on ne dit pas de les, ce n'est pas correct, on dit des, D-E-S. D'accord? Donc, comme nous voyons, ces déterminants servent à indiquer, à déterminer le genre et le nombre du mot qui les suit. El siguiente, por favor. Nous avons aussi des déterminants qui sont des adjectifs, non pas des adjectifs qualificatifs. Nous avons les adjectifs possessifs, par exemple, que vous connaissez, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Et il faut faire attention à bien employer les possessifs qui correspondent à plusieurs personnes, qui sont notre et nos, votre et vos, leur et leurs. Et qui indiquent aussi, qui déterminent aussi le mot suivant. C'est-à-dire que si on voit leur, on sait que c'est un objet ou une personne qui appartient à plusieurs. Nous avons les adjectifs démonstratifs, ce, c'est, qu'il ne faut pas confondre avec c'est apostrophe est qui est le verbe être. Ces adjectifs s'emploient pour montrer quelque chose. Cet homme, cette chaise, ce garçon. Nous avons les adjectifs numéros, les adjectifs numéros cardinaux qui sont de 1 à infini, 1, 5, 10, 27, 50. Et les ordinaux qui sont pour catégoriser les choses. Premier, 20e, 50e, millième. Les adjectifs interrogatifs, quel, se prononcent tous quel. Les adjectifs exclamatifs qui sont les mêmes, mais qui donnent un sens différent à la phrase. Quel. Et les adjectifs indéfinis, aucun, autre, certain, divers, etc. El siguiente, por favor. La deuxième partie de la phrase simple, c'est le verbe. Et le verbe peut être conjugué à plusieurs modes différents et plusieurs temps différents.
Mais il y a certains modes qui ne peuvent pas être employés dans une phrase simple parce que ces modes s'emploient toujours dans une proposition subordonnée. C'est le cas du subjonctif, c'est le cas du gérondif, de l'infinitif du participe, qui sont gérondif, infinitif et participe sont des modes impersonnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les employer avec je, tu, il, elle, on. Oui? Alors, on peut employer donc avec les temps de différents modes, excepté ce que nous venons de citer, subjonctif, gérondif, infinitif et participe. Alors, nous avons le mode indicatif, le mode impératif, le mode conditionnel. Le mode indicatif comprend plusieurs temps. Il y a 4 temps simples et 4 temps composés. Et nous avons le présent. Je vais au cinéma ce soir. L'imparfait que nous employons pour un récit, oui, pour décrire les choses. Autrefois, j'allais au cinéma le vendredi. Le futur simple, une action postérieure. Demain, nous irons au cinéma. Et le passé simple. Le passé simple ne se parle pas. Mais si vous lisez des contes, des romans, de la poésie, de l'histoire, c'est le temps que vous allez trouver. Même s'ils ne se parlent pas, ils s'emploient beaucoup. Donc, ce jour-là, ils allèrent au cinéma. Et nous avons aussi le passé composé, et qui est formé d'un auxiliaire au présent et du participe passé du verbe. Donc, tu es rentré du cinéma à telle heure. Le plus que parfait, j'étais déjà rentré du cinéma quand tu es arrivé. Le futur antérieur qui indique une action antérieure, mais qui se rapporte à un temps postérieur. Demain, ça veut dire dans le futur, à cette heure, tu seras déjà rentré du lycée. Et le passé antérieur. Quand il fut rentré du lycée, il commença à pleuvoir. Et je suppose que vous connaissez déjà ces temps. Et si vous êtes en niveau B1, par exemple, on est supposé avoir déjà vu tous ces temps. La siguiente, por favor. Maintenant, nous avons le mode impératif. Et on utilise ce mode pour donner une instruction, un conseil, etc. On l'emploie sans sujet, comme à l'espagnol. Et on l'utilise seulement pour parler directement à une personne. On peut lui dire tu ou vous, mais sans utiliser tu ou vous. Oui? Et avec nous, quand on est inclus dans le conseil ou l'instruction que nous allons donner. Il y a 2 temps à l'impératif, contrairement à l'espagnol. Il y a un passé de l'impératif. Donc, nous avons un impératif présent, viens chez moi ce soir. Et un impératif passé, qui a un ordre aussi. Très souvent, ça s'emploie comme un ordre. Soyez arrivés chez moi avant 5 heures. Oui? Et comme je vous dis, ce temps n'existe pas en espagnol, mais il est souvent employé en français. Nous avons aussi le mode conditionnel. Ce mode s'emploie pour exprimer une demande, un conseil, un reproche, une proposition, un souhait, un fait imaginaire et surtout une information non confirmée. C'est un mode que les journalistes emploient beaucoup parce que très souvent, la nouvelle qu'ils vont donner n'est pas complètement confirmée. Donc, comme il y a un doute, on emploie le conditionnel. Oui? Donc, ça peut être une demande polie. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Un conseil. Je devrais prendre le train au lieu de l'avion. Tu devrais prendre le train au lieu de l'avion. Un souhait. J'aimerais pouvoir voyager, malgré le confinement. Et une information non confirmée. Les masques ne seraient plus nécessaires selon une étude. Comme l'étude n'est pas 100% confirmée, on emploie le conditionnel pour exprimer ce doute. Oui? Donc, nous avons 2 modes différents. Le conditionnel
donc à un conditionnel présent et un conditionnel passé. Nous allons voir tout de suite le conditionnel passé. Donc, là, il y a très peu de différence entre l'objectif du conditionnel présent et du conditionnel passé. La siguiente, por favor. Alors, le conditionnel passé, on l'emploie pour exprimer des regrets, des reproches, etc., et d'imaginer des situations irréelles. Oui? Alors, les scientifiques auraient trouvé un remède pour cette maladie. C'est possible, oui, c'est une possibilité, mais on n'est pas sûr. Et nous ne serions pas allés au concert s'il avait plu. Donc, on peut aussi exprimer un regret. Si j'avais su, je ne t'aurais rien dit. Oui? Et donc, ce sont des temps que je suppose que vous devez connaître et que vous devez employer. Oui? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de cette exposition. D'accord? La siguiente, por favor. Il y a aussi les formules verbales. Il y en a plusieurs, mais particulièrement, il y en a 3 qui sont fixes. Et le présent continu, être en train de, plus un verbe à l'infinitif. Oui. Je suis en train de manger une pomme. C'est une phrase simple. Et le futur proche qui est aller plus le verbe à l'infinitif. Nous allons étudier la phrase simple. C'est encore une phrase simple. Oui, il y a un sujet, un verbe conjugué et le reste de la phrase, un complément. Et le passé récent, venir de, plus un verbe à l'infinitif. La fille du voisin vient de me saluer. Oui, c'est aussi une phrase simple. D'accord. La siguiente. Maintenant, je crois que la partie la plus compliquée de la phrase simple, c'est justement la partie des compléments. Et il y a plusieurs compléments possibles dans une phrase simple, mais il y en a 4 qui peuvent être remplacés par un pronom personnel complément. Et ces 4 compléments souvent causent certaines difficultés aux étudiants de français, surtout s'ils sont hispanophones, comme je disais, parce qu'il y a une petite confusion. Nous allons voir. Il y a tout d'abord le COD. Le COD existe aussi en espagnol. Oui? Et on peut se poser la question qu'on fait normalement pour le COD. Qui fait quoi? Oui? Mais très souvent, la confusion vient de l'emploi des verbes qui ont un COD. On va voir comment. Et le COD en français est constitué de la manière suivante. Il y a un sujet, un verbe conjugué, immédiatement après le verbe. Il ne peut rien y avoir entre le verbe et les mots qui sont ici. Immédiatement après le verbe, nous avons le, la et l'apostrophe les, qui sont des articles définis. Nous avons un adjectif possessif, mon, sa, notre, leur, etc. Nous pouvons aussi avoir un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est, ou un nom propre. Si nous avons n'importe lequel de ces 4 immédiatement après le verbe, c'est qu'il y a un COD. Oui? Et donc, le COD peut être remplacé par les pronoms le, la et l'apostrophe et les, qu'il ne faut pas confondre avec les articles définis. Et la formule, c'est le sujet, le pronom qui remplace et le verbe conjugué. Et je vous ai mis cet exemple. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Si vous voyez, votre est immédiatement après le verbe. Vous avez fait. Alors, on peut répondre, oui, nous l'avons fait. Dans ce cas, l'apostrophe, parce que le verbe avoir commence par A, et il est placé immédiatement avant le verbe conjugué. Alors, pour le COD, il y a une petite difficulté. Il se trouve que quand ce verbe est placé
quand le pronom remplaçant est placé avant le verbe, au passé, ça peut être passé composé, futur antérieur, plus que parfait, peu importe, le participe passé du verbe s'accorde avec le COD. Si le COD est féminin, on met E. Si le COD est pluriel, on met S. Mais c'est exclusivement quand ce COD est placé avant le verbe conjugué. On va voir. On a un exemple. Tu as pris ma robe bleue. Si vous voyez, tu es le sujet. A pris, c'est le passé composé du verbe prendre. Ma, qui est le mot qui nous indique qu'il y a un COD, qui est un possessif. Et le complément, c'est ma robe bleue. Pour remplacer, on va remplacer ma robe bleue par L'. Et on place L' avant le verbe conjugué, c'est sa place. Oui? Selon la formule, vous voyez, on a sujet remplaçant verbe conjugué. Donc, nous allons dire « je l'ai prise » parce que robe est féminin. Et il faut faire très attention à cet accord parce que très souvent, on l'oublie. Donc, et si le complément est placé avant le nom, ça s'accorde. S'il est après le verbe, ça ne s'accorde pas. Et ça a une histoire. Autrefois, ça fait très, très longtemps, pendant le Moyen-Âge, les scribes étaient des moines qui vivaient dans des abbayes, dans des couvents. Et ils écrivaient à la main. Et à cette époque-là, on collait les mots ensemble. Donc, si le COD venait avant le verbe, il le voyait, donc il se rappelait qu'il fallait l'accorder, il mettait l'accord. Mais si le COD venait bien après le verbe, ils oubliaient qu'il fallait accorder le COD et ils ne l'accordaient pas. Et c'est resté comme règle. La siguiente, por favor. Et je vous ai mis ici des verbes qui prennent un COD. Oui? Et le vrai problème, c'est qu'en espagnol, ces verbes, quand il s'agit d'une personne, prennent A. Et en français, ils ne prennent pas A. Donc, on ne dit pas écouter à quelqu'un, on dit écouter quelqu'un, voir quelqu'un, regarder quelqu'un, soigner quelqu'un, détester quelqu'un ou énerver quelqu'un, aimer quelqu'un. Donc, ces verbes, en réalité, il faut plus ou moins les connaître et pour savoir faire la différence. Oui, ces verbes ne prennent pas A en français. Oui, on dit je l'aide et non pas je lui aide. Tu l'écoutes et non pas tu lui écoutes. Nous les cherchons et non pas nous leur cherchons. Oui, donc tous ces verbes prennent un COD. Donc on va dire je l'ai vu, je l'ai adoré, je l'ai jugé, je l'ai guéri, je l'ai rencontré, je l'ai cherché. Je les ai condamnés, je les ai soignés. D'accord? Et comme la plupart, ce sont des verbes qui prennent l'auxiliaire avoir, donc en général, c'est L' ou LES, quand c'est le passé composé. Dans une phrase, on peut avoir aussi me, te, nous et vous. Dans ce cas, le COD est déjà exprimé, donc on n'a pas à le remplacer. Il est déjà là. Oui. On nous le donne. D'accord? La siguiente, por favor. Maintenant, le COI. Et c'est la vraie complication entre COD et COI. Le COI, c'est le complément d'objet indirect. On a un sujet, un verbe conjugué, et cette fois-ci, oui, on a a, ala, al, o ou AUXO, plus une personne et le reste de la phrase. Et le COI se remplace par lui pour le singulier et leur pour le pluriel. Peu importe si c'est masculin ou féminin. Lui, c'est pour le singulier, peu importe si c'est un homme ou une femme, et leur, c'est pour le pluriel, peu importe si c'est un homme, des hommes ou des femmes. Et dans la phrase comme tout à l'heure, comme pour le COD, on peut aussi trouver me, te, nous, vous.
Donc, dans ce cas, le COI est déjà donné, donc on n'a pas à le remplacer. Et le remplacement se fait avec le sujet, lui ou leur, plus le verbe conjugué. L'avantage, c'est qu'avec le COI, il n'y a pas d'accord. C'est seulement le COD qui a un accord. Avec le COI, on ne fait pas d'accord. Et en général, ce sont les verbes de communication qui prennent A. Oui, les verbes de communication, nous allons les voir tout de suite. Donc, comme ils prennent A plus une personne, donc on a un COI. La siguiente, por favor. Et voilà, nous avons ici des verbes de communication qui sont suivis de la préposition à. Donc, on parle à, on téléphone à, on écrit à quelqu'un, on répond à quelqu'un, on demande à quelqu'un, on dit, on apporte à quelqu'un, on emprunte, on apprend à quelqu'un. Dans ce cas, le verbe apprendre veut dire enseñar. On apprend à quelqu'un, on prête à quelqu'un, etc. Donc, ces verbes, il faut aussi pouvoir les identifier. Ces verbes prennent un COI et non pas un COD. On ne peut pas dire « je l'ai dit » en faisant rapport à une personne. On dit « je lui ai dit », « je lui ai apporté », « je lui ai téléphoné », « je lui ai parlé » et « je lui ai écrit » ou « je leur ai répondu ». Donc, on a un exemple. « Tu as demandé à Marie de venir ?» ?»« Oui, je lui ai demandé de venir. » Donc, avec ces verbes, on emploie lui et leur s'il s'agit d'une personne. D'accord? La siguiente, por favor. Maintenant, nous avons le COD de quantité. C'est un COD un peu spécial. C'est un COD qui a toujours rapport à la préposition de et qui très souvent indique une quantité. Donc, nous avons un sujet, un verbe conjugué, plus de. Et un article indéfini qui peut être un, une, des, qui en général indique une quantité. Un article partitif du, de, la, de, qui indique aussi une quantité non déterminée, mais une quantité. Des expressions avec la préposition de, nous avons avoir besoin de, avoir envie de, avoir l'air de. Tout à l'heure, nous les verrons. Des nombres, 5, 10, 20, 50. Des adverbes de quantité, beaucoup de, plus de, moins de, plusieurs, etc. Tout cela, quand nous voyons cette phrase avec un sujet, un verbe conjugué plus un de ces mots, nous savons que nous avons un COD de quantité. Alors, nous avons des exemples. J'ai besoin de ta voiture, papa. J'ai besoin de. Donc, automatiquement, on sait que même s'il y a ta, le verbe et la préposition de suit le verbe. Il y a plusieurs enfants dans le jardin. Plusieurs, c'est un adverbe de quantité. Nous avons 3 frères, c'est un nombre. La siguiente, por favor. Et ici, je vous ai mis plusieurs verbes qui prennent un CODQ, c'est-à-dire un adverbe, un COD de quantité. Donc, la formule de remplacement, c'est sujet, le pronom remplaçant et le verbe conjugué. Dans tous les cas, cette formule est la même pour des verbes qui prennent un sujet. Oui, donc nous avons toujours le sujet, le pronom qui remplace et le verbe conjugué. Alors, l'exemple, j'ai besoin d'un ordinateur neuf. Nous avons de, donc, c'est, on le remplace par en. J'en ai besoin. J'ai ici donc une liste, oui, qui peut vous aider à savoir s'il s'agit d'un adverbe d'un complément de quantité. Acheter, mettre, manger, entendre, voir, bâtir, avoir besoin de, demander, chercher, boire, faire, dire, avoir envie de, avoir peur de, etc. La siguiente, por favor. Le troisième complément qui est un complément circonstanciel de lieu et qui a un remplaçant. Parce que, comme je vous dis, il y a d'autres compléments qui ne peuvent pas être remplacés.
Ce complément, on peut savoir qu'il y a un complément circonstanciel de lieu quand nous avons un sujet, un verbe conjugué. Immédiatement après le verbe conjugué, nous avons à la, al, au, des prépositions de lieu comme sur, sous, chez, dans, en haut, en bas, devant, derrière, etc. Et après, ce n'est pas une personne, c'est un lieu ou n'importe quoi, excepté une personne. Oui, ça ne peut jamais être une personne parce que si c'était une personne, ce serait un COI. Donc, pour que ce soit un complément circonstanciel de lieu, ce n'est pas obligatoire que ce soit un lieu. Il suffit que cette formule soit ainsi trouvée. Donc, ça veut dire un sujet, un verbe conjugué plus à, etc., plus un nom. Dans ce cas, il est remplacé par le pronom Y. Donc, nous avons sujet plus Y plus le verbe conjugué. Un exemple, tu es allé au cinéma hier soir? Oui, j'y suis allé. Donc, nous avons remplacé au cinéma par Y. D'accord? La siguiente, por favor. Et voilà, je vous donne ici une liste de verbes qui prennent un complément circonstanciel de lieu. Aller à, chez, être, retourner, se rendre, habiter, s'arrêter, acheter, se loger, rester, passer, jouer, manger. Ce sont des verbes qui peuvent prendre un complément circonstanciel de lieu. Et nous avons comme exemple, je passe le week-end chez mes grands-parents. J'y passe le week-end parce que Y remplace chez mes grands-parents. D'accord? Siguiente, por favor. Alors, ici, je vous fais un petit cadran, un petit schéma avec les différents mots qui vous permettent de déterminer de quelle sorte de complément il s'agit. Alors, dans le premier, c'est pour le COD. Donc, nous avons article défini, possessif, démonstratif et non propre. Il est remplacé par le, la et l'apostrophe les. Pour le COI, nous avons donc à, au, à la, au, al, etc., plus les autres prépositions de lieu, et on le rend, pardon, les autres, non, seulement celle-là, pardon, je m'excuse. Et l'important ici, c'est après ces mots, à, au, à la, al et au, on a une personne, et on remplace par lui et leur. Nous avons le CODQ de quantité. Donc, nous avons deux articles partitifs, articles indéfinis, nombre, adverbe de quantité, expression avec deux, et on le remplace par en. Et finalement, nous avons les mots à la, al, au, plus les prépositions de lieu, et on le remplace par y. Mais parfois, on peut avoir deux compléments dans la même phrase, et c'est toujours une phrase simple. La phrase simple se définit comme une phrase ayant un seul verbe. Oui, il y a un seul verbe. Mais il peut y avoir un seul verbe et avoir plusieurs compléments. Mais ces compléments s'organisent dans un certain ordre. Oui? Donc, nous avons cet ordre suivant. On met le COD ou le COI et quand c'est à la troisième personne. Dans les autres personnes, on vous donne l'un des deux, donc ce n'est pas un problème. Donc, il la leur a annoncé. Il a annoncé la nouvelle à ses parents. Donc, nous avons la nouvelle qui a un COD et à ses parents qui a un COI. Donc, nous mettons d'abord le COD, il l'a, ensuite le COI, leur et le verbe a annoncé. Et comme le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde. Ensuite, nous pouvons avoir un COI plus un complément direct de quantité. Vous lui en avez donné. Vous avez donné des bonbons aux enfants. Donc, nous avons un seul verbe, donc c'est une phrase simple, des bonbons, qui est un complément de quantité, et aux enfants, qui est un COI. Donc, non, en réalité, pardon, je m'excuse, c'est vous leur.
vous leur en avez donné puisque c'est les enfants. Vous pouvez faire la correction s'il vous plaît. Ensuite, nous avons un COD plus un CCL, un complément circonstanciel de lieu. Je l'y ai acheté. Et j'ai acheté ma robe neuve dans ce magasin. Un seul verbe, donc, c'est une phrase simple. Ma, immédiatement après le verbe, donc ça indique un COD. Et plus loin, nous avons dans, qui indique un complément circonstanciel de lieu. Donc, je l'y ai acheté. Ça va? Et la siguiente, por favor. Et nous avons donc les formules de remplacement. Ça dépend du temps des verbes. Ça dépend des modes. Bon, plus que les modes, c'est surtout les temps. Et si c'est affirmatif ou négatif. Alors, je vous les mets ici. Comme ça, vous pouvez les consulter pour savoir dans quel ordre on les place et comment on forme la phrase simple avec ces pronoms remplaçants. Et donc, la formule normale pour un verbe conjugué à un temps simple, c'est sujet plus remplaçant plus le verbe conjugué. Si c'est la forme négative, nous avons sujet plus ne, ensuite le pronom remplaçant, le verbe conjugué et finalement pas. Quand c'est deux verbes qui se suivent, nous avons le sujet, le premier verbe qui est conjugué, on met le remplaçant au milieu des deux verbes, puis ensuite le verbe à l'infinitif. C'est la formule la plus compliquée. Ensuite, nous avons la forme négative, nous avons le sujet, plus ne, plus le verbe conjugué, plus pas. Au milieu, nous mettons le remplaçant et finalement le verbe à l'infinitif. Quand nous avons un temps composé à la forme affirmative, nous avons le sujet, le remplaçant, le verbe avoir qui est l'auxiliaire et le participe passé du verbe. À la forme négative, sujet plus ne. Le ne vient toujours après le sujet, le remplaçant, avoir conjugué et le participe passé du verbe. Et finalement, à l'impératif, il n'y a pas de sujet. C'est le verbe qui est conjugué à l'impératif et après, le pronom remplaçant. La forme négative change un peu. On a ne, plus le remplaçant, plus le verbe à l'impératif et finalement, pas. La siguiente, por favor. Il existe d'autres compléments et nous avons le complément circonstanciel de manière. Les enfants jouent sagement. Sagement, c'est la manière comment jouent les enfants. Le complément circonstanciel de moyen, les élèves étudient avec une nouvelle méthode. Donc, la nouvelle méthode, c'est le moyen par lequel les élèves étudient. Le complément circonstanciel de lieu que nous venons de voir, qui est remplacé par Y. Le complément circonstanciel de temps. J'ai oublié de déjeuner ce matin. Et donc, ce matin indique le temps que j'ai oublié de déjeuner. Quand? Ce matin. Le complément circonstanciel de cause. Marie pleure parce que, n'importe quelle raison, parce que indique la cause. Oui? Et le complément circonstanciel de but. Tu travailles pour gagner ton pain. Tu travailles pourquoi? Pour gagner ton pain. Pourquoi faire? Donc, c'est un but. Ces compléments, excepté le complément circonstanciel de lieu, ne peuvent pas être remplacés. Ils n'ont pas de pronom remplaçant. Donc, on les laisse comme ils viennent, à leur place. La siguiente, por favor. J'ai voulu vous mettre des exemples, une espèce d'exercice pour pouvoir faire pour pouvoir identifier dans une phrase simple les différents pronoms qui existent. Alors, par exemple, si vous voyez la première phrase, « Donne de l'eau à ton frère ». Je vous mets en une couleur différente les mots qui indiquent les compléments que nous avons. Donc, comme nous avons deux
L', c'est un article indéfini. Donc, si ça vient immédiatement après le verbe, ça nous indique un complément de quantité. Ensuite, nous avons a-t-on plus une personne qui est frère. Donc, ça nous indique un COI. Donc, nous allons remplacer de par en et à ton frère par lui. Et selon la formule, lui vient avant en. Donc, donne-lui en. Apportez-moi vos cahiers. On nous donne déjà le COI qui est moi. Oui? Donc, ça, on ne le change pas. Et vos cahiers indiquent un COD parce que vos est un adjectif possessif. Donc, on remplace vos cahiers par les. Apportez-les-moi. Achète du lait. Du nous indique un CODQ, donc achète-en. Viens me rejoindre au centre-ville. Nous avons au centre-ville qui indique clairement un CCL et me qui a un COD mais qui est déjà inclus. Viens m'y rejoindre. Tu peux expliquer la leçon aux enfants. Donc, nous avons la qui indique un COD et aux enfants qui indique un COI. Donc, tu peux la leur expliquer. Téléphoner à vos copains, c'est un COI, donc téléphonez-leur. Vous voulez prendre du vin, du indique un CODQ, donc vous voulez en prendre. Manger des fruits, des indique aussi un CODQ, mangez-en. Il faut aller à l'école, Pauline. Donc, à l'école, c'est un CCL. Il faut y aller, Pauline. Tu achètes tes vêtements dans ce magasin, donc tes vêtements, c'est COD. Dans ce magasin, c'est CCL. Tu les y achètes. Prenez vos livres. Vos livres, COD, prenez-les. Restez à la maison ce soir. À la maison, c'est un CCL, donc restez-y ce soir. Savez-vous faire des gâteaux? Des gâteaux, donc des, c'est un CODQ, donc savez-vous en faire? As-tu parlé à tes grands-parents pendant le confinement? À tes grands-parents, c'est un COI. Oui, je leur ai parlé pendant le confinement. J'ai réfléchi à ta proposition, pardon. Donc, à plus, ce n'est pas un lieu, mais ce n'est pas une personne. Donc, ça ne peut pas être un COI. Donc, c'est un CCL. J'y ai réfléchi. Avez-vous pris mes clés? Mes clés indiquent un COD. Pardon, c'est un COD. Je me suis trompée, excusez-moi. Oui, je les ai prises. Et finalement, je viens d'acheter cette robe. Cette robe indique un COD, donc je viens de l'acheter. Et ensuite, la siguiente, por favor. Je vous ai mis un exercice que vous pouvez faire seul. Et tout simplement, vous trouvez d'abord le mot qui indique quelle sorte de complément vous avez. Et il y a différentes sortes de phrases, c'est-à-dire il y a des phrases à l'impératif, il y a des phrases avec des formules, il y a des phrases au passé composé, etc. Donc, vous pouvez chercher directement quel est le mot qui vous indique la sorte de complément qui existe et vous faites le remplacement. Alors, voilà. Et j'attends vos questions pour pouvoir discuter là-dessus. Je suppose que vous devez en avoir. Ok, nous avons une question. Oui. Et il dit, est-ce qu'on utilise lui pour les deux sujets COI, féminin et masculin? Le COI, il y a seulement deux pronoms remplaçants. Lui, qu'on emploie pour le masculin ou le féminin singulier, et leur,
pour le masculin et le féminin pluriel. Donc, lui, peu importe si c'est un homme ou une femme. Si c'est un COI, on emploie lui. Et peu importe si c'est des hommes ou des femmes, on emploie leur pour le pluriel. Il y a seulement 2 pronoms pour le COI. Un pour le singulier et un autre pour le pluriel. Il n'y a pas de pronom de genre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a d'autres questions? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O todo quedó súper claro? No creo, pero... Les principales difficultés se trouvent entre le COD et le COI. Et je vais vous expliquer pourquoi. En français, on peut facilement savoir s'il s'agit d'un COD ou s'il s'agit d'un COI à cause de la préposition à. Et les verbes qui prennent COD ne prennent pas à. Oui, jamais. Et les verbes qui prennent un COI ont a plus la personne. Le problème, c'est qu'en espagnol, on dit escuchar a alguien, igual preguntar a alguien, amar a alguien, o ayudar a alguien, o traer algo a alguien. Donc, dans tous les cas, il y a a. Et ça, c'est ce qui cause la difficulté aux étudiants hispaniques de savoir quand le verbe prend a ou ne prend pas a en français. C'est pour ça que je vous donne une liste de verbes qui en français ne prennent pas a. Et alors, ces verbes prennent un COD. Donc, on écoute une personne, on regarde une personne, on entend une personne, on aide une personne, on soigne une personne. Ils ne prennent pas a. Donc, je l'aide, je l'ai soigné, je l'ai vu, je l'ai entendu. Oui? Et les verbes qui prennent a, immédiatement, on sait qu'ils prennent un COI. La vraie difficulté, c'est savoir lesquels prennent a et lesquels ne prennent pas a en français. Parce qu'en espagnol, quand il s'agit d'une personne, tous ces verbes prennent a. Donc, si vous avez des questions là-dessus, s'il y a des verbes que vous aimeriez savoir s'ils prennent un a ou s'ils ne prennent pas un a, vous pouvez me poser la question. Non, pas de question. Ok, nous avons une autre question. Oui. Et il dit, où est-ce que nous devons placer le COI ou bien le COD avec le passé composé et le futur proche? Ah, d'accord. Pour le passé composé, nous avons un sujet, bon, le sujet de la phrase, immédiatement après le sujet, le pronom complément. Donc, ça peut être COD, COI, complément circonstanciel de lieu ou de quantité. Il vient immédiatement après le sujet. Oui. Et ensuite, le passé composé. C'est-à-dire, je vais dire, je l'ai aidé. Je lui ai parlé. Oui. J'y ai acheté mon livre. Oui. Et j'en ai bu, j'en ai mangé. C'est-à-dire, donc, que n'importe lequel de ces quatre compléments, c'est-à-dire leur pronom remplaçant, vient immédiatement après le sujet, dans la phrase simple. Oui. Mais si c'est un futur proche, c'est une phrase simple, mais la place du pronom est différente. À la forme simple, le pronom vient au milieu des deux verbes, c'est-à-dire, on a le sujet, le verbe aller conjugué. Ensuite, nous avons le remplaçant et finalement le verbe à l'infinitif. Donc, nous allons dire, je vais y aller. Oui, je vais lui demander. Et nous allons leur
téléphoner. Donc, on met le pronom remplaçant après le verbe conjugué, qui est le verbe aller, et avant le verbe à l'infinitif. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce sont des places différentes. Ce sont des places différentes. Oui? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et on avait une autre question. Cette question, c'est en espagnol. Et il dit, ¿cuáles considera usted que son las diferencias más remarcables entre el español y el francés? Dans la phrase simple, c'est-à-dire que les différences, on a énormément. C'est-à-dire, en comparaison, l'espagnol et le français sont des langues d'origine latine, les deux. Mais de toutes les façons, il y a de grandes différences entre l'espagnol et le français. Mais dans une phrase simple, la différence, c'est surtout celle que je viens d'expliquer entre le COD et le COI. Pour savoir lequel est COD et lequel est COI, il s'agit de savoir si le verbe prend A ou ne prend pas A. Oui? Et une des grandes différences, c'est que très souvent en espagnol, il y a une certaine confusion qui se fait avec ces deux compléments. Et dans le sens que on ne sait pas très bien si c'est lequel ça remplace, si ça remplace le COD ou si ça remplace le COI. Par exemple, si je dis « yo se lo dije », oui, mais la phrase peut vouloir dire, la phrase originelle avant d'être remplacée peut dire yo dije a mis hijos un gran secreto. Yo se lo dije, pero tout le monde dit yo se los dije. Mais la réponse correcte, c'est yo se lo dije, parce que lo est le COD. Lo remplace un gran secreto. Et mis hijos est C. Donc, cette erreur que l'on fait en espagnol, on la rapporte en français. Oui? Mais en français, je veux dire, l'explication est plus claire pour une raison très simple. Les pronoms COI sont singuliers et pluriels. Les pronoms COD sont singuliers et pluriels. Oui? Donc, ça, c'est une des grandes différences. Une autre différence, c'est qu'en espagnol, il n'y a pas de pronom remplaçant pour le complément de quantité ou pour le complément circonstanciel de lieu. Il y a seulement deux sortes de pronoms remplaçants qui sont lo, la, los, las pour le COD et les, les pour le COI. Il n'y a pas d'autres pronoms remplaçants. Et je ne sais pas si ça répond à la question parce qu'en réalité, les différences sont assez grandes. Une autre différence, c'est que, par exemple, en espagnol, il n'y a pas d'article partitif. Oui. Donc, oui, apprendre les articles partitifs et les utiliser cause parfois certains problèmes à des étudiants. Parce qu'on dit « quiero agua », mais en français, on ne peut pas dire « je veux eau ». Il faut à tout prix utiliser un partitif. Je voudrais de l'eau. Oui. Donc, ça aussi, c'est une des différences. Et les adjectifs possessifs pluriels. Et le vrai problème, c'est qu'en espagnol, on a les mêmes pour plusieurs personnes. Oui, par exemple, su et sus. C'est su de él y ella. Su de usted y su de ellos. Sus de él y ella, sus de usted y sus de ellos y ellas. Et alors, il y a des étudiants qui parlent, par exemple, ils disent « mes compagnons font ses devoirs ». C'est tout à fait incorrect parce qu'il y a un adjectif possessif spécial pour plusieurs personnes. Donc, c'est « mes compagnons font leurs devoirs ». Là aussi, c'est une difficulté. Ça prend du temps pour s'habituer à utiliser les possessifs pluriels, mais bon, oui. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question voudrait une plus ample définition, je ne sais pas ou si elle voulait cibler quelque chose de particulier.
Ok, merci. On va attendre la réponse de la personne. D'accord. Et maintenant, il y a une autre question qui dit, comment nous pouvons faire la différence entre le futur simple et le conditionnel? Ouf. Bon, c'est surtout à la première personne. Oui. Et la question, c'est à propos de la prononciation ou à propos de l'emploi? Je suppose que ça doit être à propos de la prononciation. Et parce que l'emploi, ce sont deux emplois complètement différents. Bon, c'est à propos de la prononciation. Donc, au futur simple, ça s'écrit AI et au conditionnel AIS. En réalité, dans le sud de la France et au Canada, on fait une différence de prononciation qui est très subtile. C'est la différence entre et est, c'est-à-dire qu'on ouvre davantage la bouche dans le cas du conditionnel. Donc, on dirait je ferai et je ferai. Mais dans le centre de la France et au nord, etc., il n'y a aucune différence. On prononce exactement de la même manière, mais c'est le contexte qui nous fait savoir de quoi il s'agit, si c'est futur ou si c'est conditionnel. Dans les autres personnes, et la différence est claire, puisqu'on dit tu feras et tu ferais, il fera, il ferait. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de problème avec les autres personnes. C'est surtout la première personne. Donc, si vous êtes à Marseille, vous direz je ferai pour le conditionnel et je ferai pour le futur simple. Si vous êtes à Paris, les deux se prononcent de la même manière. Alors, et Nora, demande s'il te plaît si c'est à propos de la prononciation ou si c'est à propos de la fonction de chacun de ces temps, de comment on les emploie, dans quelles circonstances on les emploie. Ok, alors je vais demander à la personne. S'il te plaît. Attendez un petit peu. Et pendant, on a une autre question. Oui. Il dit, quelle est la chose la plus difficile pour vous en grammaire française de la parler et de la comprendre? C'est une autre question. C'est un peu compliqué comme question. Et c'est-à-dire que je ne comprends pas très bien si la difficulté, c'est à propos de la parler ou de la comprendre. La difficulté de parler français, c'est surtout une difficulté de prononciation, oui, qui est tout à fait différente de l'espagnol. Mais la compréhension, en somme, n'est pas trop compliquée parce que ce sont deux langues qui sont proches, oui, deux langues latines, et qui ont une structure plus ou moins similaire. Oui, il y a des mots qui sont différents, bien sûr. C'est une question de vocabulaire. Mais la difficulté pour moi est davantage du point de vue prononciation que du point de vue structure. Et c'est la structure qui nous permet de comprendre. Donc, il faut faire attention quand on parle, d'employer correctement les structures que, par exemple, nous venons de voir, et au moment de les parler, de le prononcer correctement. Comme je dis, on ne peut pas dire quiero cereales. Si on fait la traduction littéraire, je veux céréales, on va se dire, bon, écoute, attends, c'est très mal dit, oui, mais on peut comprendre, oui. Il manque l'article partitif, c'est vrai, je voudrais, je veux des céréales, mais si c'est bien prononcé, on peut comprendre. Mais parfois, c'est tellement mal prononcé que la compréhension cloche. Oui, donc c'est là qu'il faut faire attention. Prononcer correctement le français, bien sûr, c'est pas facile. Il faut connaître les règles de prononciation. Bon, oui. Et par exemple, une fois, pendant un examen B1, il y a une élève, une candidate, qui me dit et je visse dans une fougère. J'ai rien compris. Absolument rien compris. J'ai dit, pardon, vous pouvez répéter? Ah oui, je visse dans une fougère. J'ai rien compris non plus la deuxième fois. Bon, j'ai laissé passer, on a continué l'examen.
Et à la fin, je me suis mise à analyser ce qu'elle voulait dire. Alors, je me suis dit, j'ai vu, ça doit être je vis, donc yo vivo, dans une faudrière, qu'est-ce que ça peut bien être faudrière? Finalement, j'ai fait la déduction que c'était foyer, mais comme ça s'écrit F-O-Y-E-R, elle a prononcé à l'espagnol faudrière, et alors là, vraiment, j'aurais jamais compris. Donc, il faut faire attention beaucoup, non seulement à la structure, mais aussi à la prononciation. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre si c'est bien prononcé, même si la structure cloche un peu, que si c'est mal prononcé, même si la structure est correcte. Je suppose que ça doit répondre à la question. D'accord, oui. Et sur la question entre les différences du futur simple et les conditionnels, c'était à propos de la prononciation. Ah, Alors, d'accord. Oui, donc, oui. comme je disais, ça dépend de l'endroit. Si vous êtes au Canada ou si vous êtes dans le sud de la France, on fait une légère différence, mais au centre de la France, c'est prononcé exactement pareil. Voilà. D'accord, nous avons une autre question. Oui. C'est même en español, il dit, ¿usted cree que por lo mismo de que son lenguas provenientes del latín, el francés es relativamente más fácil de aprender para nosotros los hispanohablantes? Définitivement. Oui, bien sûr. Et la structure, c'est la même. C'est à peu près pareil. Il y a des différences, bien sûr. Toutes les langues, chacune des langues et romandes ont une structure qui leur est propre. Mais cette structure n'arrête pas la compréhension. Oui. Si je vous dis, êtes-vous allé au centre-ville hier? Je veux dire, avec un minimum de vocabulaire, on comprend facilement ce que je veux dire. Avez-vous mangé de la pizza hier? Bon, et je veux dire, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de vocabulaire similaire, il y a beaucoup de verbes qui sont similaires, les adverbes sont pratiquement pareils. Oui, donc la compréhension est beaucoup plus simple. En plus, il y a certaines langues latines qui se rapprochent à d'autres. Par exemple, le français, le catalan et l'italien sont proches. L'espagnol est proche du catalan aussi, mais aussi du portugais, oui. Mais même si on voit une phrase en portugais, très souvent on la comprend, mais n'essayez pas de la prononcer parce que l'espagnol et le portugais se prononcent tout à fait différemment. Mais la compréhension est possible. Mais si vous voyez une phrase en allemand ou en chinois, ouf, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans les pays qui ont des frontières entre eux et parlant des langues différentes, on fait du frognol, du itafran, oui. Donc, les gens mélangent les deux langues parce qu'elles se ressemblent beaucoup, oui. Et donc, oui, c'est beaucoup plus facile. Si on parle deux langues latines, on n'a pas besoin de trop apprendre une troisième parce qu'elle s'apprend d'une manière fluide, facile, ça coule. Mais si on veut apprendre une langue qui n'a pas une origine latine, il faut faire beaucoup d'efforts. Oui. Si vous parlez français et espagnol, vous allez apprendre l'italien, ouf, en quelques mois. Mais si vous voulez apprendre le japonais, bon, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. D'accord, il y a une autre question. Oui. Il dit, ¿hay sinónimos o palabras que tengan varios significados en francés? Bon, oui, c'est comme en espagnol, quoi. Oui, il y a des mots qui veulent dire beaucoup de choses. Mais il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle les faux amis, los falsos amigos. Parce que parfois, on a un mot qui ressemble énormément à l'espagnol, mais il s'emploie d'une manière différente. Oui, ça arrive souvent. Oui, ça arrive. Par exemple, le verbe est affecter. Affecter en français s'emploie beaucoup, pardon, pour indiquer que quelqu'un a obtenu un poste de travail. Oui, on l'a affecté
au ministère de l'Éducation. Lo mandaron a trabajar en este ministerio. Et le verbe qu'on emploie pour indiquer que cette personne est allée, on lui a donné un travail en el Departamento de Educación, c'est le verbe affecter. Oui? Mais le verbe affecter s'emploie très peu dans le même sens que l'espagnol. Oui? On dit surtout avoir un impact. Donc oui, un même verbe, il y a des mots qui sont synonymes, qui veulent dire des choses différentes. Bon, oui. C'est comme en espagnol, ça a la même richesse que l'espagnol, oui. Parfait. Alors, il y a une autre question qui dit, selon vous, quel est l'aspect grammatical le plus complexe de la langue française? Ouf. Bon, pour moi, je veux dire, pour mes apprenants, la phrase complexe leur paraît très difficile, surtout avec l'emploi du subjonctif. Pourtant, il y a certaines structures qui sont des structures de langage élevé qui n'ont aucune ressemblance avec l'espagnol. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le nœud explétif qui n'indique pas une négation, mais qui n'a aucun rapport avec l'espagnol. Donc, ça peut être difficile pour des étudiants hispanophones de comprendre le nœud explétif parce que, oui, ça n'a rien à voir avec l'espagnol. Mais aussi, comme nous venons de voir, les compléments, les remplaçants des compléments de quantité et de lieu qui n'existent pas en espagnol et qui peuvent être difficiles à acquérir, à utiliser dans le langage courant pour un étudiant hispanophone. Mais oui, il y a des structures qui sont tout à fait différentes. Moi, quand j'ai appris l'espagnol, ce qui m'a le plus posé de problème, ce sont les verbes irréguliers. Il faut les apprendre par cœur, parce que c'est la seule façon de savoir les employer. Oui. Et ils sont tous irréguliers, puis il y en a plein, et ils ont tous une conjugaison spéciale, pardon. Moi, je disais, ellos querieron, ellos ponieron, ellos hicieron, donc il me fallait apprendre par cœur les conjugaisons des différents verbes. Bon, oui. Donc oui, en français aussi, il y a des structures qui sont différentes de l'espagnol et qui peuvent paraître très difficiles à quelqu'un. D'accord. Ici, on a une autre question qui dit, et ça c'est pour vous, quel est votre mot français préféré et pourquoi? Ouf. Bon, je n'ai pas de mot préféré en réalité, non. Et non, je n'ai pas un mot que je puisse dire qui soit un mot préféré. Non. Mais il y en a plein, quoi. Mais il y a des mots qui sont communs à différentes langues et qui permettent de s'exprimer facilement et de se faire comprendre, même si l'autre personne ne parle pas très bien votre langue. Donc, les mots qui se ressemblent, les mots qui ressemblent à l'espagnol, par exemple, ou à l'italien ou au portugais, qui sont communs, oui, ce sont des mots que j'aime bien parce qu'on peut se faire comprendre par quelqu'un d'autre qui ne parle pas votre langue à travers ces mots qui sont semblables. Oui. D'accord. Et il y a une autre qui dit, est-ce que votre langue maternelle est le français ou l'espagnol? Non, ma langue maternelle, c'est le français. Je suis arrivée au Mexique quand j'avais 20 ans. Oui, c'est ça. Et on a une autre qui dit, selon vous, quel est le meilleur moyen d'améliorer la prononciation du français? Le meilleur moyen, c'est d'avoir à la main, d'avoir sous la main, de les coller un peu partout, les règles de prononciation et de les répéter. Oui, c'est la seule façon. Les répéter 20, 30, 50 fois. Oui. Si on a répété 20 fois que tel mot se prononce de telle façon, ça reste, ça reste. On l'apprend, ça devient interne, on l'internalise, oui. Et je crois que c'est la seule façon. Alors, si on s'habitue à dire AY se prononce A, donc c'est ayant, c'est payant, c'est
payer et on le répète 50 fois, donc on finit par bien le prononcer et de savoir que ça se prononce comme ça. Si on s'habitue à dire que EN se prononce en, donc c'est enfant, excellent, tellement, etc., on finira par s'habituer à le prononcer correctement. Donc, si vous voulez, ayez vos règles de prononciation collées un peu partout dans votre chambre et vous y jetez un coup d'œil chaque matin. Oui, je pense que c'est une des meilleures façons de l'apprendre. Excellent. Nous avons une autre qui dit, comment pouvez-vous différencier les mots qui sont prononcés de la même façon, mais qui, d'une manière écrite, sont différentes? C'est exactement comme en espagnol. C'est le contexte qui nous indique de quoi on parle. Oui, le contexte nous indique. Il y a aussi des mots homophones en espagnol et c'est le contexte qui nous indique de quoi on parle. C'est exactement la même chose en français. Oui. Si par exemple je dis sans et sans S-A-N-G et sans S-A-N-S, ce sera deux contextes complètement différents. Oui. Je disais, ah mais regarde, tu as du sang qui coule, je sais bien que c'est S-A-N-G. Mais si je dis, mon café sans lait, s'il vous plaît, sans crème, ça ne peut pas être du sang, c'est sans S-A-N-S. Oui, c'est comme casa y casac avec Z et S en espagnol. On sait bien de quoi on parle. Bueno, Françoise, pues muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu tiempo, el haber dedicado unos minutos para poder explicar a gran detalle este tema que es tan complejo y tan complicado para los estudiantes. Y yo creo que con estos pequeños tips, con las tablas que les compartiste, obviamente esta presentación se la vamos a compartir a los profesores de francés para que la tengan a la mano y puedan ellos a su vez compartirla con ustedes, estudiantes, y poder realizar pues estos ejercicios que la profesora Françoise nos hizo favor de compartir. Y pues no me queda más, Françoise, que agradecerte mucho, agradecer también la asistencia de todos nuestros estudiantes, también a los profesores que están tomando el taller. Y a nombre de la Universidad Internacional y el Departamento de Lenguas Extranjeras, te damos las gracias por este curso. Esperemos que no sea el último. Yo sé que por el tiempo, igual y para el próximo semestre, podemos programar más talleres que estoy completamente segura que les ayudarán y les funcionarán a todos nuestros estudiantes. Pues con esto nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima transmisión. Que tengan un bonito día. Hasta luego, ha sido un placer.